podcast. Affaire Guy Georges, épisode 4. Les aveux et l'instruction. Dès son arrestation, Guy Georges est mis en examen pour les meurtres d'Agnès Nieschkamp, Hélène Frinkin, Estelle Magde et pour l'agression d'Elisabeth Ortega. Il s'agit maintenant d'obtenir ses aveux pour les autres meurtres. Celui de Pascal Escarfaille, en janvier 91, celui de Magali Sirotti, en septembre 97, ainsi que les deux meurtres dits des parkings, celui de Cathy Rocher, en janvier 94, et celui d'Elsa Benadi, en novembre 94. Guy Georges va donc être interrogé au 36 quai des Orfèvres, dossier criminel par dossier criminel, groupe d'enquêteurs par groupe d'enquêteurs. Et la nuit de son arrestation, au cours de la garde à vue, les policiers obtiennent des premiers résultats. France Inter, journal de 19h, Christophe Ondelat. Dès hier, les policiers étaient formels. Guy Georges, l'homme arrêté le matin même à la sortie d'une bouche de métro à Paris, place Blanche, était bien le meurtrier de 3 femmes et l'agresseur d'un 4e. Ils en étaient sûrs grâce à la génétique. C'est peut-être pour ça que lors des premiers interrogatoires, ils se sont polarisés sur les autres crimes du tueur en série, et notamment le viol et l'assassinat de Pascal en 91 et celui de Magali en septembre 97. Et là, surprise, Guy Georges a avoué, c'est de là, Franck Herriot, c'est bien lui. Oui, c'est en tout cas ce qu'il a dit une première fois aux policiers. Et puis au juge de Paris, c'est Bernard, chargé de ces deux dossiers qui pourraient être regroupés avec ceux déjà confiés au juge Thiel. Et puis Guy Georges a reconnu aujourd'hui également, finalement, avoir tué et violé les 3 jeunes filles et avoir participé à la tentative contre une 4e. Vous l'avez dit, les policiers lui avaient formellement attribué ces 3 meurtres et cette tentative grâce aux empreintes génétiques. Et puis de toute façon, les policiers ont toujours eu de fortes présomptions à leurs yeux. Les 6 meurtres ont toujours été l'œuvre du même tueur, avec ce même rituel macabre, avec ce même type de couteau, ce même coup de poinçon à la carotide, cette même estafilade à la gorge de ces victimes qu'on a retrouvées à chaque fois les mains attachées dans le dos. Restent 2 autres meurtres à élucider sur lesquels les enquêteurs de la crime n'ont pas les mêmes certitudes. 2 meurtres commis de façon un peu différente dans des parkings souterrains en 94 à quelques semaines d'intervalle. Le premier meurtre sans empreinte ADN que Guy Georges avoue, le soir même de son arrestation, c'est celui de Pascal Escarfaille. Guy Georges raconte cette journée du 24 janvier 91. Dès son réveil, il sent une pulsion. Il sait qu'il va tuer avant la nuit. Il raconte comment, le soir, attablé à la terrasse couverte d'un café de Montparnasse, il voit passer une petite blonde, habillée tout en noir, en robe et collant sexy. Comment il flash sur elle, selon ses propres mots, paye sa consommation, se lève et la suit jusque chez elle, avant de s'engouffrer derrière elle dans son immeuble, de monter les escaliers 4 à 4, puis de la forcer à entrer chez elle sous la menace d'un couteau. Il raconte comment il la viole, avant de l'égorger avec son opinel. Il emporte ensuite tous les objets qu'il a touchés pour ne pas laisser de traces. Puis Guy Georges raconte à un autre enquêteur le viol et l'assassinat de Magali Sirotti. Martine Monteil se remémore cette nuit de garde à vue. Effectivement, nous, donc, on passe groupe par groupe. Et puis, vous savez, là, le problème, c'est pas parce que je suis le chef de service que poussez-vous, moi, je laisse faire aussi des enquêteurs qui travaillent depuis des années derrière ce type, tout à fait légitime qu'ils essayent quand même de voir ce qu'il a dans le ventre, quoi. Donc, il passe de groupe en groupe en fonction des affaires et la plupart du temps, il nie, en fait. Alors là, dans ces cas-là, si vous voulez, on essaye de trouver le flic avec lequel ça va passer, comme on dit, quoi, où le courant va passer. Donc, ce courant finit par passer avec l'un d'entre eux. Puis après, une fois que le déclic que s'est enclenché, que les aveux viennent finalement, parce qu'il est confronté à
tellement de choses qui l'impliquent. Comment c'est ridicule, c'est totalement ridicule de nier. Hein. D'abord parce qu'il y a des preuves, enfin, en veux-tu, en voilà, finalement, hein, dans cette affaire. Une fois qu'il est arrêté, il y a des preuves terribles. Donc il y a ça, et il y vient. Alors il y vient sur une. On va rencontrer à nouveau des difficultés sur ceux des parkings, parce qu'il n'est pas si idiot que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les assassinats en appartement. Bon, il comprend bien qu'à chaque fois, il y a eu du sperme, des mégots, de la sueur, du sang. Enfin, donc finalement, il est piégé sur tous les trucs. Il sent bien que les parkings, finalement, ça peut être mis de côté. Vous voyez, comme si du fait qu'il y en ait 2 de moins, ça changeait quelque chose. Mais enfin, bon, bref, il ne dit rien. Et là, il y aura le même travail, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on trouve le policier qui arrivera quand même sur ces affaires-là, à le faire parler. Donc en fait, à la finale, nous, on récupère tous les aveux. Et là, ça m'a fait penser à cette affaire d'étrangleur que j'avais eue il y a longtemps. C'est-à-dire qu'on est dans crime à connotation sexuelle, donc quelque chose de très intimiste. Et ces gens-là, en définitive, je dis pas se vantent, mais quand même quelque part, qu'est-ce qu'ils racontent comme détail là-dessus, vous voyez ? Et là, en fait, ils racontent vraiment comment la machine à tuer qu'il est se met en route. Et ça, c'est... Alors c'est pour ça, on dit, oh oui, l'aveu n'est plus la reine des preuves. C'est vrai que la preuve scientifique, elle a pris toute sa place. Mais quand même, pour des assises, quand vous avez le tueur qui vous raconte comment, à partir d'une fille qu'il voit passer dans la rue, il est, entre guillemets, séduit, et qu'il est attiré, et que cette attraction, il la suit, la fille. Et au lieu de faire comme un homme normal, c'est-à-dire de l'inviter à boire un verre ou une chose comme ça, en fait, il la suit jusqu'à ensuite, à pas de loup, comme ça, derrière elle, mettre le pied dans la porte et hop, rentrer derrière elle dans l'immeuble, la suivre dans les escaliers. Et il vous dit, c'est écrit dans les PV, et il l'assume, je sais que je vais la tuer. Donc, en fait, le plaisir est un plaisir morbide. C'est-à-dire que c'est pas l'attraction sexuelle banale, leur plaisir à eux. L'autre, l'étrangleur, sa jouissance, c'était de serrer la gorge de la fille, de l'étrangler. Et lui, c'était de la tuer de cette façon rituelle comme il les tuait, quoi. Guy Georges a donc très vite avoué les 3 meurtres dits des appartements pour lesquels il y avait de l'ADN. Et les 2 meurtres des appartements sans ADN, ceux de Pascal Escarfaille et de Magali Sirotti. Mais Guy Georges va mettre plusieurs semaines à reconnaître qu'il a agressé Elisabeth Ortega, celle qui a réussi à lui échapper en juin 1995. Et il va également résister pendant plusieurs mois avant d'avouer les 2 crimes dits des parkings, commis la même année, ceux de Cathy Rocher et d'Elsa Benadi en 1994. Ce n'est qu'en novembre, 7 mois après son arrestation, et alors que le juge Thiel le renvoie devant les enquêteurs de la crime, qu'il passe à table. Le journal de 13h du 20 novembre de France Inter consacre une brève à cette information. Et surtout, revient sur les failles de l'enquête. La plus grande, évidemment, c'est que Guy Georges était déjà passé entre les mains d'un groupe de la PJ en 1995 pour être entendu sur l'affaire des parkings. Il avait alors été extrait de prison où il purgeait une peine de 30 mois pour agression sous la menace d'un couteau. Mais son ADN n'avait pas été confronté à celui de SK1, le tueur recherché pour les crimes des appartements. Une enquête suivie par un groupe distinct de la crime. Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, a avoué le meurtre de 7 femmes entre 1991 et 1997. Il vient d'être mis en examen pour 2 de ces assassinats en 1994. Il les avait niés jusqu'à présent, mais les enquêteurs le soupçonnaient depuis longtemps. Leur difficulté était que la façon dont le meurtrier a agi dans ces 2 cas n'avait rien à voir avec les autres assassinats de jeunes femmes. Cependant, Lionel Thompson, les policiers reconnaissent aujourd'hui avoir commis une erreur au cours de leur enquête.
enquête. Guy Georges a été arrêté, puis relâché en 96, et en liberté, il a recommencé à tuer. Et un enquêteur cité par le journal Libération aujourd'hui confie même que cette enquête, je cite, est un échec et qu'il y a eu 2 victimes de trop, les 2 dernières victimes de Guy Georges, assassinées en 97. Alors si on comprend le dépit des policiers, il est pourtant bien difficile aujourd'hui de les accabler. Ils ont effectivement eu, sans le savoir, le tueur entre les mains dès 96. À l'époque, ils avaient décidé d'interroger tous les délinquants sexuels emprisonnés et Guy Georges en faisait partie. Il purgeait une peine de 30 mois pour l'agression d'une jeune fille. Mais le test ADN pratiqué alors n'avait pas permis de l'identifier. Le portrait robot établi d'après le témoignage d'une de ses victimes rescapées n'était pas suffisamment ressemblant et cette dernière, par ailleurs, n'avait pas reconnu Guy Georges quand on lui avait présenté sa photo. Il avait donc été relâché. À cela, il faut ajouter que le rapprochement entre tous les assassinats commis par Guy Georges n'avait pas encore été fait. Plusieurs équipes travaillaient séparément sans avoir accès à l'ensemble du dossier judiciaire du tueur. Et surtout, il n'existait pas encore de fichier ADN centralisé des délinquants sexuels. Ce fameux fichier dont l'Assemblée a voté depuis la création et qui aurait sans doute permis de confondre Guy Georges bien plus tôt. Effectivement, comme le dit Lionel Thompson, l'arrestation de Guy Georges a joué un rôle majeur dans la création du FNAEG, Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le 17 juin 1998. Or, si tout un chacun peut comprendre l'intérêt d'un tel fichier pour la résolution d'affaires de crimes en série, la création de ce fichier suscite alors beaucoup d'inquiétudes. Le journal de 13h de France 2, du 5 juin 1998, s'en fait l'écho. Le Parlement a définitivement adopté hier le projet de loi sur la prévention de la délinquance sexuelle, un texte qui prévoit notamment la création d'un fichier national des empreintes génétiques pour tous ceux condamnés pour agression sur mineurs. Pascal Doucet-Bon, Philippe Visserias. Si un fichier national avait existé, l'identité de Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, aurait été connue très vite et ses victimes probablement épargnées. Car l'empreinte génétique de Guy Georges aurait été conservée puisqu'il avait déjà été condamné pour viol. En France, la future banque de données sera confiée à un magistrat. Elle ne concernera que les personnes condamnées pour agression sexuelle sur mineurs. Ce n'est que plus tard, après examen, que la mesure sera étendue aux violeurs de victimes adultes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà leurs fichiers, mais de chaque côté de l'Atlantique, l'utilisation judiciaire ou politique de l'ADN fait peur. Welcome to Gattaca. Bienvenue à Gattaca, la ville de l'ADN tout-puissant. Ce film décrit un monde où les naissances sont contrôlées, où chacun est prédestiné socialement par son patrimoine génétique, connu des autorités. Le moindre cheveu prélevé dénonce immédiatement son propriétaire, ses maladies, ses défauts. Un cauchemar. Le professeur Christian Doutremepuich, médecin agréé pour les analyses génétiques. L'ADN contient toutes les informations de la personne et qu'il faut donc être très vigilant, très prudent. Ces réserves, Frédéric Bredin dit les avoir entendues. Le rapporteur du projet de loi a fixé des limites très strictes au futur fichier. Ça sera pour l'enquête, pour le bien fondé de l'enquête, une comparaison. Et une fois que la comparaison aura été faite, eh bien, il y aura destruction des empreintes de tous ceux qui sont innocents. Pas de fichage systématique. Les États-Unis et la Grande-Bretagne l'ont prouvé, les fichiers génétiques de criminels donnent d'excellents résultats, mais au bout de plusieurs années. En France, il faudra donc être patient, le temps de nourrir la banque de données. L'instruction menée par le juge Gilbert Thiel se poursuit au cours de l'année 99. Entre 2 auditions, Guy Georges fait du sport et écrit à ses amis. Dans ses lettres, il se plaint de la vie en prison, clame son amour de la nature, sa haine de la société en général et des médias en particulier, qui donnent une mauvaise image de lui. Il entame aussi une relation amoureuse avec une jeune femme paumée qui a cru reconnaître en lui un ancien amant. Toutes ces lettres sont évidemment lues par l'administration pénitentiaire, par le juge Thiel et par des experts psychiatres. C'est à 3 d'entre eux, les docteurs Michel Beck, Daniel Zaguri et Henri Grinspan, et à une psychologue, que le juge confie une mission d'expertise psychiatrique afin de déterminer si Guy Georges est responsable de ses actes.
Les experts sont décontenancés par la personnalité clivée de Guy Georges, qui se présente à eux sous un jour plutôt affable, sympathique. Et d'ailleurs, hors de prison, Guy Georges a pas mal d'amis, des marginaux comme lui, qu'il croise dans les squats où il séjourne, et qui le connaissent sous le nom de Joe, un type gentil, serviable, bon camarade. Ses amis sont tombés de haut quand ils ont découvert ce dont Guy Georges était accusé, et le portrait terrible fait de lui dans les médias. D'ailleurs, cette autre partie de lui-même, celle qui tue et qui zappe le crime une fois celui-ci accompli, selon ses propres mots, Guy Georges lui-même n'arrive pas à l'expliquer au psychiatre. En février 1999, après près d'une quinzaine d'entretiens en tête-à-tête, les psychiatres remettent leurs conclusions au juge Thiel. Guy Georges, celui qu'on appelle le tueur de l'Est parisien, n'est pas fou. Les experts, psychiatres et psychologues ont remis leur rapport le 16 février dernier. Ils disent que l'homme qui est mis en examen pour 7 meurtres et 4 agressions sexuelles est un psychopathe, un pervers, qu'il est très dangereux, certainement incurable. C'est un vrai prédateur, mais il est finalement responsable de ses actes. Concrètement, cela signifie que ce tueur en série ne relève pas de l'internement et qu'il devrait être jugé. Le procès pourrait se tenir dans les premiers mois de l'an 2000, Franck Herriot. Guy Georges ne parle plus, il ne répond plus aux questions que lui pose le juge Thiel, qui l'a entendu à plusieurs reprises fin février. De toute façon, explique-t-il au magistrat, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et quand le juge lui soumet des photos prises sur les lieux des crimes, il tourne la tête. Il dit ne pas supporter la vue du sang. Qui est Guy Georges ? Pour les experts, pas de doute, c'est un psychopathe extrêmement dangereux, un pervers responsable de ses actes. Il ne souffrait d'aucun trouble psychique et n'était sous l'emprise d'aucune drogue, d'aucun alcool. Au moment de commettre ses actes, il a toujours fait preuve de présence d'esprit, sachant au besoin se protéger en cas de menace. Ses victimes, il ne s'en souvient pas, comme s'il ne les avait jamais vues, gommées de sa mémoire. Il veut bien reconnaître des vêtements, un appartement, des objets, mais ses victimes ne sont que des choses sans identité, seulement nécessaires à la réalisation de ses pulsions meurtrières. Il les a tuées sans haine, froidement, en éprouvant un sentiment de puissance. C'est un vrai tueur en série, un monstre, il le sait. Il sait qu'il vaut mieux pour lui, pour les autres, qu'il reste en prison. Est-il incurable ? Les experts en sont convaincus. Qui est Guy Georges ? Le sait-il lui-même ? Dans ses lettres, il se morfond sur la misère du monde, l'injustice, les inégalités. Il aimerait, écrit-il, il aimerait avoir un jour des enfants. La conclusion des experts psychiatres, c'est que Guy Georges n'est pas un psychotique agissant sous le coup du délire. C'est un tueur en série organisé, un psychopathe incurable. Il est responsable de ses actes. Et en conséquence, il peut être jugé. Au cours de l'instruction, Guy Georges va se refermer comme une huître. Il en veut surtout à son juge d'instruction, le juge Thiel, qui le confronte à d'anciennes affaires d'agression et le rabroue sans cesse. Et il s'en veut aussi d'avoir avoué les meurtres, ceux des appartements, puis ceux des parkings. À partir du printemps 99, Guy Georges s'enferme dans le mutisme. Le juge Gilbert Thiel boucle le dossier d'instruction et le renvoie devant la cour d'assises. À cette occasion, il reçoit les familles des victimes, qui avaient jusque-là, à leur grand désarroi, été tenues à l'écart de la procédure. Journal de 19h de Philippe Abitboul, sur France Inter, le 2 octobre 1999. Le procès de Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, aura lieu dans une douzaine de mois. Entre 1991 et 1997, Guy Georges aura perpétré 7 viols et meurtres de jeunes femmes, mais aussi une tentative d'assassinat et plusieurs agressions sexuelles. Aujourd'hui, au palais de justice de Paris, Gilbert Thiel, le juge d'instruction, a reçu les familles des victimes pour leur annoncer la clôture de l'instruction. Jusqu'à présent, les proches des victimes avaient été tenus à l'écart de cette enquête. L'entrevue a été très dure pour ces familles, car le juge Thiel a tenu le langage de la vérité et de la transparence. Aucun détail macabre n'a été éludé. Les avocats eux-mêmes sont sortis émus. Marc Hébert-Suffren, l'avocat de la famille de l'une des victimes, au micro de Fabienne Sintès. Ça vous passez 2 heures à avoir l'envie de vomir qui vous monte de partout, hein, ça, c'est certain.
C'est pas seulement de l'émotion, c'est insupportable. Hein. On sait très bien que quand on aura ce procès-là devant soi, ça va être insupportable. Mais il a pris les formes. Hein. Il s'est pas étendu sur les faits. Il a rappelé les faits à chaque fois de façon assez brève. Il a tout exposé. Silence total. 2 heures de silence absolu. Moi, je suis venu avec une personne qui avait une attente très précise. C'était comprendre pourquoi certaines choses n'avaient pas été mieux faites. Et là, on comprend parfaitement. Il a associé les familles des victimes à la compréhension de ce que fait le système judiciaire dans une situation comme celle-là. Il a expliqué les difficultés de son enquête, les éléments qu'il a pu recueillir pour avoir des preuves, et au bout du compte, les preuves qu'il a obtenues essentiellement par le système du fichier génétique, avec tout ce que ça laisse comme question ouverte pour le futur. Comment est-ce qu'on identifie à travers la génétique ? Puis il a laissé entendre que le procès viendrait au rythme normal au début de l'année 2001 probablement. Le procès de Guy Georges est fixé au mois de mars 2001, 3 ans pile après son arrestation. Dans l'année qui précède l'ouverture du procès, Guy Georges prépare sa défense. Désormais, il entend bien nier tous les faits qui lui sont reprochés. Il prend de nouveaux avocats, plus en phase avec cette nouvelle stratégie, qui épluche le dossier et en révèle les failles. La date du procès approche. 2 mois avant l'ouverture, nouveau changement d'avocat. C'est finalement Maître Alex Ursulé, ancien collaborateur de Jacques Vergès, qui s'apprête à défendre Guy Georges pendant le procès d'assises. Alex Ursulé est persuadé de l'innocence de Guy Georges. Il entend fonder sa défense sur la négation des aveux, qui auraient été extorqués de force, et sur la contestation des expertises ADN. Il compte demander l'acquittement. Pour l'aider dans cette tâche qui s'annonce pour le moins difficile, il convainc son ex-épouse, l'avocate Frédérique Ponce, de venir le seconder à l'audience. C'est ce procès extrêmement tendu, riche en rebondissements et en volte-face, que nous vous raconterons dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'affaire Guy Georges se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur podcast.ina.fr.